Nos amis étudiants, question suivante. Bonjour Jean-Philippe Assouan, élève ingénieur Supélec. Vous avez évoqué l'État à plusieurs reprises dans vos discours. Quelle est justement selon vous la nature du lien entre religion et politique? Où devrait se situer la limite de l'influence d'une religion sur la sphère publique? Comme Régis Debray n'est pas dans la salle pour répondre, je propose que Mohamed Harkoun s'en charge. Je peux le représenter un peu. Absolument. Parce qu'on a travaillé ensemble, comme d'ailleurs avec Jean Bouguereau. C'est notre combat commun. Combat pour expliquer. Pas pour se battre politiquement. Nous sommes dans le temple du savoir de la Sorbonne. Le temple. Facile. Eh oui, c'est un mot qu'on emploie comme ça. Parce qu'il y a des siècles que ce mot est employé. Et ces siècles-là, je ne les rejette pas. Ils m'intéressent. Je les étudie. Je les intègre dans le savoir que je produis et que je transmets dans cette maison. La maison, ça va? Non mais, temple m'allait très bien aussi. Alors effectivement, la question du religieux et du politique, moi je dirais que nous sommes en train de vivre une phase nouvelle. Je ne sais pas si elle sera décisive. Pour le moment, elle est pénible parce que nous sommes en train de cheminer dans d'épaisses ténèbres au sujet du fait religieux comme au sujet du fait politique, vu toujours du point de vue de l'anthropologie politique et de l'anthropologie religieuse. Nous n'enseignons pas suffisamment d'anthropologie. Il y a des chercheurs en anthropologie, mais il y a anthropologie et ethnographie, ou ethnologie. Ce sont deux pratiques différentes. Elles se complètent. Elles vont ensemble. L'anthropologie suppose les deux premières, mais l'anthropologie nous propulse plus loin, parce qu'elle pèse même sur la réflexion philosophique. Lorsque Paul Ricoeur écrit « Soi-même comme un autre », il fait de l'anthropologie philosophique. C'est-à-dire, il donne une réflexion qui engage non plus le sujet, le je, mais un soi, pensé et vécu comme l'autre. C'est autre chose. Je ne sais pas combien d'entre vous ont lu ce livre. C'est un livre qui fait beaucoup réfléchir parce que c'est dans ce sens qu'il faut travailler. Ceci dit, la question de la laïcité est évidemment un acquis pour moi positif. Je l'ai toujours défendu, au sein même de la pensée islamique, car je suis un acteur de cette pensée, pas seulement un historien de cette pensée. Et c'est parce que je vis cette laïcité comme un apport positif que je prends la responsabilité intellectuelle de la critiquer. Comme on critique la raison. Bien entendu. Alors là aussi, il faut réfléchir sur la façon dont la laïcité a été appliquée en France métropolitaine et dans ce qu'on appelle la France d'outre-mer. Elle a existé. 132 ans de souveraineté plénière en Algérie. Terre française, département français. Quand Jules Ferry et les autres ont fait l'école obligatoire, gratuite et laïque, formidable, initiative politique créatrice au maximum, qui a fait de la France ce qu'elle est. Une avance formidable, encore qu'il faut regretter, je regrette, nous regrettons, je pense,
le fait qu'on n'ait pas tenu compte des langues provinciales qui ont disparu. Et aujourd'hui, elles essayent de renaître. Parce que la langue, c'est la mémoire du groupe. Et la mémoire du groupe doit être respectée d'un point de vue humaniste. Là, on a visé l'objectif politique, précisément. Unifier la nation. Même langue, même culture, même référence historique, mais pas des références historiques critiques, ce sont des références que Pierre Nora nous a bien décrites dans son gros livre en 3 volumes, Les lieux de mémoire. La bataille de Poitiers est un lieu de mémoire chrétienne, et ensuite un lieu de mémoire de la République. Malé Isaac a répandu cette phrase qui est incrustée dans notre tête, du moins ceux qui ont utilisé ce manuel. Charles Martel arrête les Arabes à Poitiers. Cette phrase, cette proposition est une proposition que j'appelle mytho-historique. Mytho-historique pour construire une mémoire chrétienne d'abord. Là, le christianisme étant la religion vraie, il n'est pas question de laisser se balader dans un pays chrétien des barbares et la religion musulmane qui était une forgerie du diable, de Satan. C'est comme ça qu'on voyait les choses. C'est de l'histoire, ça. Donc, comment fonctionne la laïcité? Eh bien, la laïcité qui exclut n'est plus la laïcité. Cette scolarisation obligatoire, gratuite et laïque ne s'est absolument pas appliquée sur tout le territoire algérien lorsque la France, 1880, la France est chez elle. C'est la souveraineté française. Ce qui va nous conduire à ce que j'appelle une tragédie politiquement programmée en Algérie. Une tragédie politiquement programmée, parce que le programme était à notre disposition. Le concept était là et même la pratique était là. Que ne l'applique-t-on en Algérie? On dit tout le monde aurait été heureux. Et on élève tout un pays. Et quel pays? Avec le Maroc et la Tunisie à côté. Quelle est cette cécité politique qui fait que on laisse tomber les indigènes et on crée un statut juridique de l'indigénat, alors que nous avons en métropole une si belle loi de modernisation et d'émancipation de l'esprit humain. De l'émancipation de l'esprit humain par l'école. Cela ne peut pas être minimisé intellectuellement parce que c'est une faute de la responsabilité intellectuelle de ce que j'appelle la raison des Lumières. Et je peux vous citer beaucoup d'autres omissions de la sorte. 1905, la loi de 1905. Je m'excuse de référer à ce livre. Ce livre, je l'ai écrit pour ces choses-là, pour que les Français sachent ce qui s'est passé historiquement entre la France et l'islam. Ça s'appelle la France, l'islam et les musulmans en France depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Voilà le titre. C'est d'une actualité, c'est d'une actualité majeure. C'est une œuvre de formation civique et de critique de la raison des Lumières par des historiens, pas par des philosophes qui spéculent. Mohamed Arkoud, merci beaucoup.